Est-ce que vous connaissez cette sensation étrange? Vous venez de passer quelques jours dans une bulle de musique évidemment, mais aussi une bulle de lâcher prise et de partage au sein d'une communauté bienveillante. Le festival s'est terminé en apothéose et maintenant il est temps de rentrer, de revenir à la réalité. Vous pliez votre tente, direction la voiture avec un sac bourré de linge sale puant, ultra sale. Vous prenez la route un peu hagard, complètement déphasé, et sur la première aire de repos, vous cherchez partout du regard des gens qui auraient des t-shirts avec des noms de groupes bruyants, ou les détenteurs de ce bracelet qui vous a permis à vous et à des dizaines de milliers d'autres de passer quelques jours hors du temps. C'est dans ces situations un peu bizarres, de transition un peu brutale, qu'il est bon de faire le point et de remettre ses émotions en place. Voici donc les moments forts qui ont fait mon Hellfest 2025. Il y a vraiment plein de trucs à dire sur le Hellfest, mais dans cette vidéo, je vais me consacrer sur ce qui est l'essentiel, la musique. Sur la grosse cinquantaine de concerts que j'ai vus, il y en a 30 que j'ai particulièrement appréciés et sur lesquels je voudrais revenir. Avec leur tronche à dormir dans le bureau d'une casse auto, ce trio de Montréal a envoyé plus de crasse qu'il n'y en avait sous toutes les aisselles de la vallée réunie. Sale mais sympa, même si je n'ai pas vraiment compris dans quelle langue ils parlaient entre les morceaux, j'ai juste intercepté un l'autre pouilleux là-bas quand le guitariste a présenté le bassiste. Fun fact, Dub Throne tient son nom d'un album et d'un morceau d'Electric Wizard qui eux-mêmes tirent leur nom d'un hymne de Black Sabbath, alors que Black Sabbath n'est pas du tout un morceau de Dub Throne. Spoiler alert, c'est le seul et unique groupe de ce top qui a joué sur une main stage. Ouais, j'aime pas trop les main stage. C'est pas du snobisme, mais entre une programmation qui m'intéresse pas beaucoup et des fosses ultra blindées, je préfère 100 fois le carré magique Valley Warzone Temple Altar. Bref, un peu par hasard, j'ai atterri devant ce trio de jeunes sœurs mexicaines et j'ai plutôt passé un bon moment. Des bons riffs, un set en place, une belle présence, des morceaux taillés pour les stades avec une petite touche pop latine à la Shakira. Ouais, Shakira. Et puis il y a ce truc assez cool et encore un peu rare de voir des groupes entièrement féminins. Bon, après on va pas se mentir, ça a quand même cette petite odeur de savonnette des groupes qui sont poussés par Live Nation. Toujours est-il que ce vent de fraîcheur a été assez appréciable en ce jour de canicule pour avoir sa place dans le top 30. On les avait vus en 2022 sur une main stage avant Ministry et Nine Inch Nails. À l'époque, avec les copains, on s'était dit qu'on aimerait bien les revoir dans un cadre plus intimiste. À croire que nous avons été entendus puisque c'est à la Vallée qu'on les a retrouvés cette année. Les albums sont hyper cool et le live l'était tout autant. Un groupe qui détonne par la délicatesse de son chant habité, des accents presque trip-hop, vitaminés au beat électro et aux guitares compressées. Pour enfoncer le clou, les Californiens ont rendu hommage à leurs illustres voisins de Deftones, avec une reprise parfaitement appropriée du classique Be Quiet and Drive. Je les aimais déjà bien, mais je vous cache pas que ça me les a rendus encore plus sympathiques. C'est marrant, Chino Moreno avait joué sur le même slot et sur la même scène un an plus tôt avec Crosses. Comme tout le monde, j'ai mes préférences musicales et ce top en est la preuve. Ça tourne souvent pas trop loin de la vallée, et tous les trucs post-machin ou trucs gays ont facilement mes faveurs. Mais je suis quand même très ouvert d'esprit et j'adore tenter des expériences un peu exotiques, du moins pour mes oreilles. Pour ça, l'Altar et la Temple sont souvent une mine. En parlant de mine justement, c'est comme ça qu'on est tombé sur Windrose, un groupe italien de dwarf metal, c'est eux qui le disent, qui évolue dans une atmosphère inspirée par celle des nains dans l'œuvre de Tolkien. N'empêche qu'il n'a pas fallu longtemps pour qu'on se croie en terre du milieu. Le cahier des charges est respecté à la lettre, à tel point que dans le pit, le public agite des pioches en rythme. Moment super fun. Je vais faire court à l'image du temps que j'ai passé devant ce show. Depuis le haut de la Warzone évidemment blindé, le son était terriblement faiblard. À tel point qu'avec les copains, on s'est demandé si le son qui nous parvenait n'était pas simplement celui du plateau. A priori non. Un problème technique? Le vent? Un sondier qui a un peu forcé sur le muscadet? L'histoire ne le dit pas, mais ces conditions nous ont convaincus de partir pour des horizons plus sonores. Et pourtant, ce que nous avons vu montrait à quel point, tout simplement, ce groupe mérite tout le bien qu'on en dit depuis longtemps. Gros tube, grosse énergie. Mais avec ce gros problème de volume, ça ne peut pas aller beaucoup plus haut que la 26e place. Ado, j'ai toujours eu une fascination pour les pochettes les plus kitsch d'Ozzy Osbourne. Je pense notamment à Diary of a Madman ou Bark at the Moon. Et je ne comprenais pas vraiment, et aujourd'hui encore, si c'était du premier degré ou du second degré. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai ressenti avec Castle Rat. Musicalement, c'est plutôt du bon, voire du très bon Black Sabbath des débuts. Ça, c'est bien. Pour l'emballage, en revanche, on est sur un fascinant mélange d'heroic fantasy à tendance érotique au gore, du sang, des combats à l'épée, des rituels païens chelous et des rebonds narratifs qu'on voit arriver à 10 km. Tous les curseurs du mauvais goût sont poussés au max.
La question que je me suis posée et que je me pose encore, c'est est-ce que ce groupe serait pas plus intéressant sans tout ce décorum? En vrai, je me suis bien marré devant ce show, mais tout ça ferait presque oublier la musique qui se suffirait presque à elle-même. On est un peu en équilibre entre ce fameux premier et ce fameux deuxième degré, on sait pas trop où on en est. Toujours est-il que c'était un spectacle marquant, et c'est pour ça qu'on les retrouve à cette 25e place. Depuis quelques années, il y avait au Hellfest une zone qui s'appelle le culte, dont je n'ai jamais vraiment trop compris ce que c'était. Une zone privative pour Happy Fuse ou un espace privilégié pour ceux qui ont lâché quelques billets de plus. Cette année, l'équipe a décidé de la dégager pour y mettre à la place la Purple House. Un nouvel espace de concert ouvert à tous, ce qui porte le nombre de scènes du Hellfest à 8 ou 9 et le nombre d'artistes à plus de 200. Quelle bonne idée! Une programmation de petites formations de qualité et des happenings divers et variés. Dans la cage centrale qui fait office de scène, a notamment joué Clegane, chouette groupe de doom sludge parisien, dont le côté grungy fait le supplément d'âme. Pour ne rien gâcher, ils ont piqué leur nom à un des meilleurs personnages de Game of Thrones, le meilleur personnage de Game of Thrones. Petite jauge appréciable, grosse chaleur et invention du Circle Stage, le Circle Pit qui tourne autour de la scène. Le dépaysement Made in Hellfest nous amène des fois très loin dans les steppes mongoles, comme c'était le cas avec The U, mais parfois moins loin comme à Grenoble. Ça fait pas rêver sur le papier, mais le voyage n'en est pas moins intéressant. C'est ce qui s'est passé avec Aluk Todolo, excellent trio instrumental qui va piocher un peu partout dans les styles aventureux que sont le black metal, les musiques psychédéliques, le krautrock ou encore le drone. Petit highlight quand le guitariste pose sa pelle pour prendre de la même manière son pedalboard pour un solo de bruit en tout genre. Assez cool. Rien de tel qu'une petite entrée en transe le 4e jour du festival, au moment où la fatigue commence à se faire sentir. J'adore les concerts d'ouverture à 10h30 au Hellfest. Le site est nickel, quasi désert. Petite pause avec un grand café devant des groupes à qui les programmateurs ont choisi de donner leur chance et leur permettre de passer un cap. Une sorte d'épreuve du feu, avec selon les cas, plus ou moins de réussite. Et très souvent de belles découvertes. J'avais déjà vu au moins 2 fois Warm Sand, jeune groupe de Menton, ville de naissance des frères Bogdanov. À chaque fois, ils m'ont fait une bonne impression, mais je les trouvais encore un peu tendres. Et là, quelques années après, la progression est folle. Le travail à payer, super compo, super presta, ça peut sans problème jouer 1 ou 2 cases plus haut dans 3 ans. Bravo les gars. LCT Square, ce sas qui relie le Metal Corner au site du Hellfest, accueille lui aussi des groupes souvent intéressants, que ça soit sur la Hellstage ou dans une toute petite cage perchée au-dessus de LCT Street. C'est ici que s'est produit, comme c'était déjà le cas en 2024, le trio Celeritas. Alors là, on fait clairement un pas de côté en termes de style musical, puisqu'on parle d'un boys band originaire du Havre, dopé à l'eurodance, avec un usage abusif de l'autotune. C'est aussi débile que tubesque, si bien qu'à chacune de ces prestations, ce qui revient assez souvent puisqu'ils ont joué tous les jours, la foule grandit, connaît les paroles, connaît les chorés et réclame leur tube intersidéral « Allez le foot ». Vous allez me dire, une 21e place pour un groupe humoristique, t'es sérieux? Eh ben ouais, parce qu'il faut être hyper intelligent pour faire les cons. Et en plus, leur reprise de Numb de Linkin Park était mieux que celle du dimanche soir. Est-ce que vous connaissez le point commun entre John Travolta, Louis Bertignac, Jerry Seinfeld, Jackie Chan ou encore Dorothée? Ils ont tous le même âge que le chanteur de Pentagram, Bobby Liebling. Le fou rire qu'on a eu quand on a découvert que le gars n'avait que 71 ans. Il n'avait que 39 ans quand Jurassic Park est sorti. Rob Halford de Judas Priest a par exemple 2 ans de plus, alors qu'il est bien plus fringant. Avec sa chemise à paillettes bleues, sa posture voûtée et cette hargne qu'il a toujours, il aurait été bien plus crédible que la plupart des comédiens qui ont joué H. Canonix au cinéma. Et sans maquillage. J'avoue, on s'est un peu moqué, mais quand même, quelle prestation! La voix est toujours là, l'envie aussi, sans parler de cette régalade de regards exorbités qui pourrait fournir TikTok en même pendant encore des années. Immense respect et longue vie à Pentagram. J'aime bien Alceste, et le show était comme toujours très élégant, très propre. Et c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire à ce sujet. C'est tout simplement le groupe que j'ai le plus souvent vu dans ma modeste vie, entre 15 et 20 fois. J'ai un rapport un peu particulier avec ce groupe, parce qu'on vient du même endroit, parce qu'on se connaît,
et parce qu'on a travaillé ensemble. Pourtant, je prends à chaque fois un immense plaisir à les revoir sur scène. Ce que j'aime, c'est qu'avec eux, il n'y a jamais deux prestations qui se ressemblent. Entre la douce fragilité de la voix de Julien et l'élasticité du groove de Matt Gaz, sans parler des énormes volutes Doom sur lesquels le groupe repose, il y a plein de paramètres qui font que chaque show est une pièce unique. Et que dire de la setlist ? Un morceau iconique pioché dans chacun des albums, et c'est parti pour 45 minutes sans toucher terre. Valeur sûre. Imaginons tu as 40 piges bien tassées, et chaque année, fin juin, tu erres entre les différentes scènes de Clisson. Comment en es-tu arrivé là ? Il est probable que dans tes jeunes années, tu aies découpé les fiches détachables de Venom, Motörhead ou des Ramones dans Hard and Heavy. Tout aussi probable que tu aies pu admirer les attitudes badass de ces groupes sur papier glacé avant même d'avoir pu les écouter. Probable encore que tu aies décoré les murs de ta chambre avec des posters d'Hellraiser, Evil Dead ou encore Candyman. Grave Cult, c'est tout ça dans un projet musical. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus cool que de jouer du Evil Speed Metal Punk ? Et les gars ont tellement des attitudes badass. Les locaux de l'étape ont clairement donné le smile à toute la Temple en ce dimanche matin. Ça valait vraiment le coup de rater Téléfoot. C'est grâce à un bouche à oreille très positif que j'ai atterri sur la Temple pour voir ce groupe dont je n'avais entendu que quelques morceaux. Faut dire que le nom ressemble plus à l'intitulé d'un CAP qu'à un truc que t'as vraiment envie d'écouter. Et direct, on est saisi par l'élégance et la sincérité du truc. C'est une succession de gifles et de câlins assez séduisantes pour accepter de passer 3 quarts d'heure dans la chaleur étouffante du chapiteau. Juste trop cool. Faut que je vous livre un secret. Avec les copains, depuis quelques années au Hellfest, on a inventé un jeu, celui de la backstory. Les règles sont hyper simples. Pendant le concert, chacun imagine successivement ce que font les musiciens dans la vie quand ils ne sont pas sur scène, et comment ils se sont rencontrés. L'histoire se construit plus vrai que nature à chaque rajout, un peu à la manière d'un cadavre exquis. Mes partenaires de jeu sont très forts. C'est comme ça qu'on a décrété que le chanteur de ce groupe était un prof de PS dépressif, complètement démotivé, dont la femme s'est barrée, et qui fume clope sur clope pendant les cours d'acrogym. Blague à part, quelle chance de voir Tarpond en ouverture du festival sur la vallée. Un groupe assez rare déjà et qui en plus élargit le spectre du doom. Pas de costume, pas d'imagerie vue et revue, juste un blues lent d'une noirceur aussi belle que profonde. La grande classe tout simplement. Alors ce show, je peux vous dire qu'il était attendu. En une petite dizaine d'années, la fanbase de Kailesa semble avoir poussé au gré des découvertes algorithmiques. En plus, on ne va pas se mentir, ce show ressemble beaucoup plus à un one-shot qui vise à payer les pensions alimentaires qu'à un réel nouveau départ. Il fallait donc savourer l'instant. On ne sait pas quand on les reverra. Et bien ceux qui voulaient du gros sludge ont été servis. 50 minutes d'une masse sonore énorme. Ils sont pas venus pour acheter du merch au Sanctuary. Seul regret, le son était tellement fat que les riffs du lead, qui font une bonne partie de l'efficacité de Kailesa, étaient à peine audibles. Belle petite tarte quand même. Je ne suis pas du tout ce qu'on pourrait appeler un fan de hardcore. Et encore moins de metalcore. Mais chaque année, la Warzone me fait faire un pas de plus vers ces styles qui évoluent et se modernisent. J'avais beaucoup aimé par exemple des groupes comme Gel ou Throne l'an dernier, ou Godjoey cette année. Not Loose jouait en clôture de la Warzone, donc plus ou moins en clôture du festival. En face de Linkin Park. Ceux qui ont fait ce choix y ont très certainement trouvé leur compte. Tous les marqueurs du genre y sont, et on peut dire qu'ils sont ultra maîtrisés. Breakdown, cris surpuissants, son impeccable et circle pit de fou furieux. Avec Turnstile à la même place la veille, le Hellfest montre une vraie volonté de rajeunir les têtes d'affiche et personne ne s'en plaindra. La position de Prayers dans ce classement s'explique par la plus belle remontada de mon Hellfest 2025. C'était un des seuls groupes de la vallée que j'avais classé dans la catégorie Balek. En cherchant un endroit pour m'asseoir pour déguster ma délicieuse mortiflette, je décide par réflexe d'aller me poser dans l'endroit le plus réconfortant que je connaisse, la vallée évidemment. En approchant, j'entends un son pop latino qui me ramène au pire tube de l'été des dernières années. Pire, je me rends compte que sur le plateau, c'est un gars qui lance des sons avec un ordi et qui pose sa voix dessus. Histoire de ne pas être tout seul sur scène, il a avec lui deux Golgoth chicanos torse nu, tatoués de partout, bras croisés et immobiles. Deux méchants de Breaking Bad aux emplois aussi fictifs que Pénélope Fillon. Ça part très mal cette histoire, mais j'ai faim et trouver une place assise le dimanche au Hellfest, c'est parfois un peu compliqué. Tant pis, je me pose et je décide de me concentrer sur ma saucisse de morteau. Puis arrive un morceau dans un style un peu darkwave que je connais, puis un autre que je connais aussi. Le gars pose sa voix et je dois dire que la voix est assez cool, elle rappelle un peu celle de Robert Smith, elle est pleine de charme. Track d'après, il part dans un flow West Coast à la Tupac. Il échange avec le public, tranquille, en toute humilité, récite un poème qu'il a écrit quand il était gamin, avant de repartir sur un délire Eurodance façon Hadaway.
Le public commence à rentrer dans son jeu et je vois que pas mal de gens connaissent les paroles. Le Pit de la Vallée commence sérieusement à s'ambiancer et au final, je me suis dépêché de finir ma saucisse pour aller les rejoindre. Je ne sais pas comment t'as fait mon gars, mais chapeau. J'ignorais avant de faire cette vidéo que le gars qui a fondé The Ocean est le même qui a fondé le super label Pelagic Records. Le label de... et une centaine d'autres. Bref, tout ce qui se fait de mieux sur la scène post-metal à mon sens. Rien que pour ça, Robin Staps mériterait la Légion du Mérite de l'Ordre du Panthéon des Arts des Lettres. Tout le raffinement de ce magnifique label se retrouve dans le projet The Ocean, dont il est le seul membre présent depuis les débuts en 2001. Alors justement, comme c'est un collectif, les membres ont pas mal bougé avant de trouver une certaine stabilité de 2018 à 2025. Période au cours de laquelle ils ont sorti 3 très bons albums. Les seuls que j'ai vraiment écoutés pour être honnête. J'y arrive, 2 secondes. Et il se trouve que cette prestation au Hellfest était quasiment la dernière de ce cycle, de ce line-up. C'était en tout cas la dernière du guitariste David Ramis Affeldt et du chanteur Loïc Rossetti après 15 ans derrière le micro. Ce dernier, parfaitement francophone, ne cachait ni son plaisir d'être là, ni son émotion. Les hommages des uns aux autres se sont suivis entre les morceaux, et on a eu l'impression de vivre à l'altar un moment important, en plus d'un set impeccable en tout point. Encore un groupe de 10h30 et encore une belle pépite. En même temps, quand la bio cite les mots doom, sludge, post-metal, atmosphérique, méditation, Lorient, introspection, crescendo, Amenra, Cult of Luna, évidemment que j'ai envie d'y aller. Ça sonne comme un napo qui serait fait pour m'attirer. Bingo, super moment et 3 jours après, je connais déjà l'EP par cœur. Ça fait longtemps que je connais ce groupe, mais le côté allemand qui abuse des concepts et de l'imagerie hindoue, j'avoue que ça m'a toujours un peu rebuté. Un peu comme les blancs qui font du reggae. Ils ont tout à fait le droit, mais il y a un truc que ton cerveau reptilien rejette. T'irais pas manger un cassoulet dans un vietnamien. Bref, j'aimais bien, mais j'avais un petit blocage. Et vous savez, avec environ 15 concerts par jour, il y a toujours un moment dans la journée où la fatigue auditive fait son apparition. Généralement vers 17-18 heures. Pile le moment où était programmé My Sleeping Karma. Ce show m'a fait l'effet d'un grand verre d'eau gazeuse citronnée entre 2 gros repas de Noël bien gras. Une transe psychédélique douce, un groupe souriant et apaisé, toute une vallée qui ondule en fermant les yeux. Tout ça m'a mis dans un état de bien-être qui m'a permis d'aller tranquillement au bout de cette 3e journée de Hellfest. Tu peux écouter n'importe quel morceau de ce groupe, même un morceau du fin fond du moins bon des albums, ça pue le tube. J'ai toujours trouvé ce groupe injustement sous-coté. À peu près au moment où les Guns N' Roses ont disparu, ils auraient complètement pu récupérer toute leur lumière et tous leurs fans. Et je ne dis pas ça que pour la ressemblance entre Nicky Anderson et Axl Rose. En quelques minutes, malgré la fatigue de la fin de journée, malgré une position hyper éloignée de la Warzone évidemment blindée, ils m'ont envoyé une rafale d'énergie, de riffs et de positivité. J'ai eu un peu la même sensation qu'à chaque fois que j'ai vu leurs compatriotes The Hives, dont ils sont très certainement une influence. La Suède, quel beau pays quand même. En 2022, au même endroit, j'avais été séché par ce show. Parce que j'en attendais pas grand chose. Cette fois, j'étais prévenu, mais même grosse gifle. L'effet de surprise en moins. Pour ceux du fond, Jerry Cantrell, c'est l'auteur, compositeur, guitariste et co-chanteur d'Alice in Chains. L'autre chanteur, le charismatique et torturé Layne Staley, est mort en 2002. Depuis, Alice in Chains s'est reformé avec un remplaçant à Staley. C'est bien, c'est très bien même, mais c'est pas pareil. Alors que là, dans cette configuration solo, Cantrell a eu la très bonne idée de recruter Greg Puciato, vocaliste surdoué connu notamment pour avoir été le chanteur de Dillinger Escape Plan. Le gars a la même putain de voix que Staley. C'est troublant. Il est dans son rôle avec respect et humilité, endossant le costume avec la foi et sans un pet de surjeu. Les 4 hits d'Alice in Chains qui font partie du set sont des bombes atomiques. Mais le reste du set est tout aussi bon, le répertoire de Cantrell en solo étant très quali, et les harmonies vocales fonctionnent de ouf. Je parle des frontmen, mais le groupe est tout aussi impeccable. C'était juste génial. On est sur un groupe un peu à part dans le métal jeu, et je suis pas certain qu'on retrouve ce concert dans beaucoup de tops. Arabrot, à la base, c'est le projet solo de Kjetil Nernes, sorte de Billy Corgan scandinave. En gros, un type à la voix un peu nasillarde qui fait de la musique sans se foutre de ce que les autres en pensent. Depuis une dizaine d'années, sa femme Karin Park a rejoint le projet, ce qui en fait un husband and wife duo, comme les White Stripes à l'époque, ou encore Bell Witch. Ajoutez à ça un symbolisme mystique omniprésent, et aucune chapelle musicale tout à fait claire, vous obtenez un groupe iconoclaste que personnellement j'aime beaucoup. Pour cette date au Hellfest, c'est un spectacle inédit qui était annoncé, intitulé Rite of Dionysus. Pas plus d'infos.
Le show démarre avec quelques morceaux connus, jusque-là rien de spécial. Puis à un moment, débarquent sur scène 7 jeunes femmes vêtues de robes de cérémonie blanches. Blanches comme les tenues du groupe. Elles se mettent à danser frénétiquement, de manière un peu désarticulée, limite possédée. Arabrot lance The Satan Tango, un morceau teasé sur les réseaux sociaux quelques jours avant. À ce moment-là, les jeunes femmes commencent à dresser une table face au public. Même les athées pratiquants et ceux qui ont séché le catéchisme ont reconnu une référence évidente à la scène. On a l'impression d'assister à une cérémonie chelou dans le décor du film Midsommar. La mise en scène est assez bancale, les chorés aussi, ça fait presque amateur, mais la proposition est assez surprenante. À la toute fin du show, Karine explique que 10 ans plus tôt, une maladie promettait une mort certaine à qui est-il. C'est d'ailleurs à cette époque-là qu'ils se sont mariés. Il y a 10 ans, jour pour jour. Ce show énigmatique était donc leur anniversaire de mariage. Un plot twist que même Shyamalan n'aurait pas osé. Alors peut-être que je suis naïf, c'est un peu trop beau pour être vrai. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai choisi d'y croire et j'ai beaucoup aimé l'audace de cette création. J'adore Kaios, c'est tout simplement un de mes groupes préférés. J'ai beaucoup aimé aussi ce que John Garcia a fait en solo il y a quelques années. En revanche, j'ai toujours considéré Hermano comme un plan B un peu moyen pour Garcia à la fin de Kaios. Autant dire que leur annonce au Hellfest m'a mis dans un enthousiasme plutôt contenu. J'étais content, attention, mais pas au point de me rouler par terre. Juste avant le show, je croise Eric, un bénévole du festival, qui m'explique qu'il a été chargé d'amener le groupe répété pendant 2 jours avant le show. Oui, il faut savoir qu'Hermano joue rarement, très rarement, et leur dernière prestation remontait à assez longtemps. À ce stade, j'ai un peu peur de voir un groupe rouillé. Et puis le concert démarre, et il ne faut pas 10 secondes pour voir que tout est parfaitement en place. On voit tout de suite que les gars sont contents d'être là. Et puis John Garcia lâche son premier couplet avec cette voix reconnaissable entre mille, cette voix si caractéristique et si chaude. Cette technique vocale improbable qui porte en elle tout le blues de la vallée de la mort. Et j'avais oublié la solidité du répertoire, 1 heure de bangers absolus. Petit aparté, quelques jours après, Josh Homme s'est dit ouvert pour la première fois depuis la séparation du groupe à une reformation de Kaios. Pourquoi pas? Je vous ai dit, je suis fan. Mais Josh ou pas Josh, Kaios, c'est avant tout la voix de John Garcia. Voilà encore un groupe que j'attendais beaucoup. Notamment après la sortie de leur 2e album qui figure très haut dans mon top 2024. Mais un bon album ne fait pas toujours un bon live, et j'ai eu des exemples sur ce Hellfest. Je ne citerai pas de nom, j'ai pas envie de vexer. Quand les gars arrivent, ce qui frappe, c'est qu'ils ont pas d'allure. On dirait qu'ils sont juste descendus de l'avion, limite désinvoltes. Sur scène, y a rien. Le matos minimum. Un petit ampli combo pour la guitare, même chose pour la basse, et même pas un putain de backdrop. Les types auraient pu venir en Twingo. Je vous jure que j'ai vu des groupes avec 3 fois plus de matos jouer dans des PMU. Petite intro, et ça tape direct dans le lard. Grosse puissance, riff bien anguleux et dissonant. Une voix à bouffer du gravier par pelleté, et ce son un peu néo-métal des débuts qui, finalement, est assez plaisant. En gros, ça sonne comme sur l'album, mais avec l'intensité poussée à 11. Le chanteur salue, fait remarquer qu'aucun film n'a été tourné à Clisson. Ouais, le cinéma c'est son truc. Il lâche 2-3 rêves de films qui parlent de l'enfer, Hellfest, enfer, et c'est parti pour une 2e mandale. Petit laïus ciné, mandale. Petit laïus ciné, mandale. Petit laïus ciné, mandale. Et ainsi de suite pendant une quinzaine de morceaux. 1 heure à se faire rouler dessus avec plaisir. J'ai vraiment eu l'impression de voir un groupe à son prime. Le groupe chouchou. J'ai l'impression qu'ils étaient très attendus tellement leur dernier album Tundra Rock est un bonbon. All Killer, No Filler, 8 morceaux, 8 tubes. Et vu que le précédent était du même acabit, voilà un jeune groupe qui a déjà 15 super titres sous le coude. Oui, mais le slot fait seulement 40 minutes, il va falloir faire des choix. C'est seulement le 2e concert du festival à la Vallée et elle est déjà ultra blindée. Le groupe est accueilli par un public acquis à sa cause et chaud comme la braise. Les Norvégiens envoient d'entrée de jeu 3 morceaux avec des riffs desert rock ultra catchy et des refrains irrésistibles. En même temps, ils ont que ça en stock. Petite pause réaccordage, le chanteur prend le temps de boire un coup, et il invective successivement Netanyahou, Trump et Marine Le Pen. Suce ma en français dans le texte. On repart pour une enfilade de 5 pépites supplémentaires et même un Wall of Death, avant de quitter un public qui aurait bien pris un peu de rab. Si on peut leur reprocher peut-être un manque de masse par rapport à ce qu'on a vu à la Vallée et aux standards de cette scène, le groupe avait pourtant engagé un 5e membre pour appuyer les guitares et le chant pour cette date exceptionnellement. Slomosa a clairement franchi un cap en redonnant à lui seul vie au stoner, un genre qui est en état de mort cérébrale depuis quelques années. On veut maintenant les voir sur de plus grosses scènes. Voilà un groupe que je connais depuis assez longtemps et que j'ai eu maintes fois l'occasion de programmer. Comme à chaque fois que je dois me faire un avis sur un artiste que je n'ai pas eu l'occasion de voir sur scène, j'ai écouté les albums, lu une quantité d'articles à leur sujet et vu la moindre vidéo qui traînait sur YouTube.
Et pourtant, ma perception était jusque-là parfaitement incomplète. Il y a des choses qui ne passent que par le live. En plus, il faut dire que le slot ne jouait clairement pas en la faveur des Italiens. 16h le dimanche. Impossible de se cacher derrière un light show en plein après-midi. Tout le monde a déjà eu plus ou moins son compte. On commence même déjà à parler de l'édition au passé et à établir des podiums. Les esprits commencent à glisser vers des sujets moins poétiques tels que le pliage de la tente ou retrouver la voiture. Ou pire encore, le retour au boulot. Mais ça, en italien, ne veut pas du tout dire messe en français. Et c'est bien dommage parce que ça aurait facilité mon propos. Pendant 1 heure à la vallée, il s'est passé quelque chose de solennel, de beau, de magnétique. En maîtresse de cérémonie, Sarah. La chanteuse a une aura mystique qui tient simplement à la beauté de sa voix et à son interprétation complètement envoûtante. Les arrangements et les solides guitares, que je trouvais parfois à la limite du mauvais goût en studio, sonnent d'un coup hyper raffinés et justes dans cette prêche du dimanche après-midi. C'était la surprise qu'on n'attendait pas. Ce dessert dont on ne voulait pas et dont on a fini par lécher l'assiette. Merci Messa, merci Hellfest, c'est ça qu'on veut. Si ce classement s'est vite imposé à l'issue du show des gars de Chicago, j'ai finalement hésité à la laisser à cette place. Parce que bizarrement, quelques jours après, j'en garde moins d'émotions que plein de concerts que j'ai évoqués avant. Mais qu'est-ce qui fait un bon concert? Est-ce que c'est la magie de l'instant ou est-ce que ce sont les souvenirs créés? Parce que pendant la presta de Russian Circles, il aurait pu se passer n'importe quoi dans mon espace vital, j'étais complètement absorbé par ce qui se passait sur la scène de la vallée. Vous avez vu cet épisode d'X-Files dans lequel Mulder regarde sa montre, et l'instant d'après, elle affiche 1 heure de plus. Dans son cas, il pense avoir été enlevé par des petits bonhommes gris. Dans le mien, c'est pareil, sauf que j'ai été enlevé par 3 petits bonhommes roses à la pilosité faciale développée. J'ai jamais trop compris pourquoi A Perfect Circle s'appelait comme ça. En revanche, si Russian Circles avait opté pour A Perfect Triangle, ça avait du sens. Oui, ça fait beaucoup de géométrie tout ça. Oui, parce qu'en fait, c'est la meilleure description qu'on puisse faire du trio. Un triangle isocèle matérialisé sur le plan de scène, dans lequel tout est en parfaite osmose. On ne sait pas vraiment qui joue avec qui suit qui. Une sorte de fusion nucléaire semble pousser sur le centre de gravité de ce triangle. Masterclass et statut de tête d'affiche de la vallée amplement mérité. Voilà, si vous êtes arrivé jusque-là, vous méritez un t-shirt de finisher. N'hésitez pas à donner vos avis sur ces concerts si vous les avez vus, cette vidéo est faite pour ça. N'hésitez pas non plus à donner votre avis sur cette vidéo, c'est sans prétention avec les moyens du bord et c'est la première fois que je fais ça. Est-ce qu'il y en aura d'autres? C'est pas prévu, faudrait que j'ai des choses à dire pour ça. Pour terminer, je voudrais insister une dernière fois sur la chance qu'on a d'avoir un tel festival en France. Le Hellfest est souvent critiqué, à tort ou à raison, mais ça reste un événement d'une qualité extraordinaire, à l'organisation impeccable, et qui continue de s'améliorer près de 20 ans après sa création. Merci à tous pour votre attention et à bientôt, ou pas.